Chers amis auditeurs d'Omerta, bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Béatrice Rosen. Bonjour Béatrice. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes actrice franco-américaine, vous avez beaucoup travaillé aux États-Unis. Vous auriez pu finalement continuer dans cette voie et, je dirais, intégrer cette caste dont on vient de parler. Et vous avez décidé d'en partir, enfin de ne pas l'intégrer et de vous en éloigner. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? C'est vrai que sur le papier, je suis la macroniste type, qui voyage à l'aise à New York, à Paris, dans les capitales, là, anywhere, comme ils peuvent décrire ça. Et tout ça, j'ai vécu ma vie comme ça m'allait tant que j'étais pas consciente vraiment d'une espèce de matrice en fait dans laquelle j'étais piégée. Et je me suis réveillée de cette espèce de matrice déjà un petit peu avec les gilets jaunes. J'ai vu vraiment le traitement médiatique des gilets jaunes. Pour moi, ça a été un vrai choc parce qu'en fait, c'était des gens à la base, les gilets jaunes, juste qui n'avaient plus de quoi vivre le 10 du mois et qui n'avaient pas de recours autre que d'aller dans la rue et de le dire. Et on les a maltraités, on les a caricaturés, on les a affligés d'étiquettes infamantes. Ils ont eu droit à tout, antisémites, homophobes, enfin tout y est passé. Alors qu'en fait, c'était juste des gens qui disaient, voilà, le système ne fonctionne plus, on travaille, on n'est pas des assistés. Et pourtant, le 10 du mois, on n'a plus d'argent. Et donc là, j'ai vu cette injustice-là. Et là, ça a commencé à vraiment me réveiller. Alors, je suis désolée si d'autres se sont réveillés avant. Chacun son rythme. Moi, ça a été ça, le déclencheur. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire qui a été vraiment un bouleversement. Et là, vraiment, je me suis penchée sur le sujet. J'avais le temps, puisqu'il n'y avait pas de tournage, il n'y avait rien pendant plusieurs mois. J'étais coincée dans mon appartement avec 2 enfants en bas âge. Et donc, je passais 12 heures par jour à lire sur le sujet, que ça vienne de Corée du Sud, d'Israël, tous les datas, toutes les études qui sortaient. Et j'ai vu des incohérences. Et c'est à partir de ces 2 événements, finalement, que je me suis dit, mais on nous raconte n'importe quoi, en fait. En fait, toute ma vie, j'ai vécu en pensant que les experts étaient experts et qu'ils avaient une légitimité, évidemment, à dire ce qu'ils disaient. Et forcément, ils disaient la vérité. Ou que les journalistes étaient dans une quête de vérité. Et en fait, dans ces 2 événements, j'ai réalisé qu'on était plus proche parfois d'une propagande que d'une recherche de la vérité, que la charte de Munich, en fait, elle a été mise à la poubelle, que la déontologie, quand j'ai vu des médecins venir à la télévision dire que greffer un non-vacciné, c'était gâcher un organe, mais ça condamnait à mort des gens, en fait, de dire ça. Ou faut-il réanimer une catégorie de la population, en l'occurrence les non-vaccinés. Je vous jure, je n'en croyais pas mes yeux. Je me disais, il faut me pincer, je vais me réveiller de ce cauchemar. Voilà, on n'est pas dans cette société-là. Voilà, c'était un cauchemar. Donc ça m'a réveillée, ça m'a fait sortir de la matrice. Et à partir de là, ça a été très difficile pour moi de continuer à faire comme si de rien n'était. Parce que j'étais sortie de l'insouciance, du déni, enfin peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais il y a encore des gens qui y sont et qui n'ont pas envie d'en sortir, parce qu'une fois qu'on en sort, c'est comme le dentifrice qui sort du tube, on ne peut plus... Ou alors, moi j'avais besoin de pouvoir me regarder dans la glace, donc je ne pouvais plus vivre comme avant. Voilà. Alors vous parliez de 2 sujets, 2 actualités qui ont contribué à votre prise de conscience, les gilets jaunes et puis le Covid. Quels sont aujourd'hui pour vous les combats prioritaires dans la société ? Encore une fois, c'est la recherche de la vérité et de la justice.
toutes les crises depuis, j'ai cité ces deux crises-là parce que c'est ça qui m'a sorti un petit peu de ma torpeur ou de ma bulle dans laquelle je vivais jusque-là. Mais en fait, toutes les crises suivantes ont été traitées de la même façon. C'est toujours, que ce soit l'Ukraine, enfin n'importe quelle crise, c'est toujours binaire, c'est toujours manichéen, c'est toujours culpabilisant. Il n'y a plus en fait de débat avec des positions différentes qui soient loyales, fait argument contre argument. C'est de l'insulte, c'est de l'étiquette diffamante, vous êtes soit complotiste, soit facho, soit islamo-gauchiste. Enfin, il n'y a plus de vrai, tout simplement, de débat d'idées. Et je le déplore. Donc mon combat, en fait, c'est, j'ai pas envie de continuer à vivre dans ce monde-là. Je vois qu'il y a un déclin total de notre pays, de l'Occident en général, sans être moralisateur, sans être, je ne suis pas puritaine. Rétrograde, oui. Sans être rétrograde, mais on ne peut que le constater. Donc mon combat, c'est de... Je ne veux plus subir aussi. J'ai subi pendant toutes ces crises, j'ai subi et je ne veux plus subir et j'ai envie d'apporter une voix dans le débat public pour amener des arguments. Parce que je pense que je recherche mes sujets, que je travaille mes sujets quand je m'exprime sur quelque chose. Et voilà, j'ai envie d'apporter des arguments solides dans une conversation diverse. Voilà. On a l'impression que l'homme aujourd'hui, en Occident, est devenu un numéro, est réduit à l'état de consommateur, et qu'en fait, peu importe un regard honnête sur les choses, l'idée c'est de l'amener à consommer et qu'il ne se pose pas trop de questions. Vous partagez cette analyse ? Je partage totalement et je pense que oui, il y a une volonté de traiter la population comme en fait des statistiques ou des consommateurs qui vont faire gagner de l'argent à certaines entreprises et des copains souvent de la petite caste dont on parlait tout à l'heure. C'est pas complotiste, c'est une réalité, c'est comme ça. Mais il y a aussi un écroulement du niveau, je trouve, des politiciens et il y a un manque de vision. En fait, il n'y a pas de vision globale du monde. C'est quoi le projet pour la France ? C'est quoi le projet ? Pourquoi collectivement on n'a pas... c'est ça un bon leader, c'est quelqu'un qui emmène un pays vers quelque chose, qui transcende les gens, qui leur donne envie d'appartenir à un groupe, à une nation et d'aller vers un projet. Mais là, c'est quoi le projet ? Il n'y a pas de projet. Ils n'ont pas de vision, à part un enrichissement personnel pour certains et une vision délirante d'une globalisation, d'une mondialisation extrême pour d'autres. C'est quoi ? Il n'y a pas d'autre vision que ça, en fait. Et ce que je déplore, c'est qu'il y a une instrumentalisation des crises qui sont réelles. Évidemment qu'il y a un changement climatique, mais de toute façon, il y en a toujours eu. Évidemment qu'il y a un changement climatique. Évidemment qu'il y a des défis, il y a des guerres, il y a des épidémies. Évidemment que tout ça existe vraiment. Il ne s'agit pas de nier les crises, mais je trouve qu'elles sont instrumentalisées à des buts parfois avec lesquels je ne suis pas d'accord. Voilà. Vous êtes maman de 2 enfants. C'est une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. On sait qu'il y a depuis 30 ans une baisse du niveau scolaire, que les enfants aujourd'hui sont livrés à la pornographie sur Internet, à aussi la pédocriminalité, sont devenus des proies, des victimes, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient il y a 50 ou 60 ans. Est-ce que pour vous, on peut encore, et si oui, peut-être comment, sauver nos enfants ? Il faudrait tout reprendre à zéro, je pense. Détruire l'école, c'est vraiment un crime. Détruire le niveau scolaire, c'est un crime parce qu'en fait, ça condamne un pays tout entier. À l'époque, on disait, bon, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Mais les idées, elles ne viennent pas toutes seules. Elles reposent sur des générations de gens éduqués, de gens spécialisés dans tel ou tel domaine technologique. En fait, elles reposent sur le patrimoine intellectuel d'un pays.
si vous tuez l'école, vous anéantissez le patrimoine intellectuel du pays. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train, avec la politique qui est menée depuis un certain temps maintenant, de détruire tous les types de patrimoine. Donc le patrimoine intellectuel, mais le patrimoine architectural français, le patrimoine... tout ce qui est matériel et immatériel est en train d'être détruit en France. Et franchement, c'est très, très inquiétant. Et je pense qu'il faudrait tout reprendre à zéro. Il faudrait déjà récupérer notre souveraineté, parce qu'on ne décide plus de rien. Et ce sont des technocrates, en fait, au Parlement européen ou des commissaires nommés pour lesquels on n'a pas voté, qui décident, en fait, de notre vie quotidienne et de l'avenir de notre pays. Et je pense qu'il faut que les gens en prennent conscience. Beaucoup en ont conscience, mais pas suffisamment. En fait, le réveil ne va pas assez vite. Il faut vraiment se sortir de là. De la part de ceux qui proposent toutes ces réformes, qui nous emmènent dans cette direction, pour vous, c'est de l'inconscience, c'est de la naïveté, ou est-ce qu'il y a un objectif de transformation de la société et des citoyens? C'est un petit peu... à mon avis, c'est un peu tout. Il y en a, c'est vraiment par manque d'intelligence, par incompétence, et donc ils naviguent à vue, en fait. D'autres, il y a vraiment cette volonté de mondialiser, de faire une espèce de gouvernance mondiale, de créer toutes ces instances supranationales qui sont, encore une fois, pas complotistes, mais l'OMS, c'est quoi? C'est bien une instance supranationale. L'Union européenne, pareil. L'ONU, l'OTAN, tout ça, ce sont des instances supranationales. C'est bien quand il y a un équilibre, quand elles sont là pour défendre les peuples, pas pour les soumettre et pour les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il y a une dernière catégorie de dirigeants qui ne sont pas dans l'incompétence ni dans l'idéologie, qui sont tout simplement dans l'enrichissement personnel et dans l'opportunisme. Et ils surfent, comme je le disais tout à l'heure, sur des grandes crises pour créer des nouveaux marchés et dont leurs copains ont tout d'un coup des startups sur ces nouveaux marchés. Et donc, c'est un petit peu un cercle fermé parce qu'eux, ils vont faire des législations qui vont privilégier ces nouveaux marchés détenus par leurs copains qui ensuite ou financeront leur campagne ou renverront l'ascenseur quand ils sortiront du public pour pantoufler et puis pour aller dans le privé faire un petit tour pour retourner ensuite dans le public. Vous voyez, c'est une espèce de cercle qui se tient en fait. Donc il y a aussi cette catégorie-là et on le voit. On voit qu'ils sont tous recasés, recyclés à l'infini. Et ça aussi, c'est insupportable, franchement. Tout ce que vous dites, est-ce que la voix que vous portez, est-ce que c'est une voix qui a sa place dans la sphère médiatique, en particulier mainstream? Vous avez été longtemps dans l'équipe de Cyril Hanouna sur TPMP, et ce qui faisait un petit peu la force de cette émission, c'était justement peut-être un débat quand même assez nourri. C'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché, c'est ce qui lui est toujours reproché. Est-ce qu'on peut dire ce que vous dites dans la sphère médiatique mainstream, ou est-ce qu'on est finalement le seul espace de liberté pour pouvoir s'exprimer, c'est Internet aujourd'hui? Oui, je pense que les médias alternatifs sont vraiment l'avenir s'ils ne sont pas censurés, et c'est pour ça qu'ils veulent les censurer. Ce que je dis là, ce que je viens de dire, c'est pas, c'est juste un constat. C'est pas c'est pas fou. J'ai l'impression moi que c'est plutôt banal ce que je suis en train de dire. Mais effectivement, dans les médias mainstream, on ne peut pas tenir, je pense, ce genre de propos. Alors on vous le dit pas comme ça, mais où on vous invite pas, où voilà, on vous coupe, enfin, c'est très compliqué et c'est dommage parce que vraiment, je pense que du coup les médias ont une vraie responsabilité dans la situation actuelle d'invisibiliser, de bêtifier le débat, de le rendre totalement binaire et caricatural et de ne pas laisser le champ de la réflexion s'exprimer, juste de faire des constats. Dès qu'on fait le moindre constat, on a une étiquette infamante selon fasciste, oui. Voilà, complotiste, réactionnaire, enfin peu importe ce que c'est.
Alors que la vie est faite de nuances et de débats, et on peut parfois se convaincre et avancer ensemble. Et donc c'est dommage de censurer l'espace public finalement, sans le dire. Alors c'est pernicieux, ils ne le disent pas, mais bon. Est-ce que la prise de conscience que vous décriviez il y a quelques instants, est-ce qu'une personnalité comme Cyril Hanouna en a fait l'expérience aussi? Si je me rappelle de ses premières émissions, on n'était pas du tout sur le format de l'émission actuelle ou de l'émission que vous avez intégrée. C'était plus une émission humoristique, de farce et attrape. Là, on est vraiment sur des questions de fond. On a l'impression qu'il s'est saisi de sujets qui coûtent cher, qui lui valent des attaques innombrables, et que finalement, chez lui, il y a eu un déclic, il s'est aussi passé quelque chose. Est-ce que c'est une prise de conscience comme la vôtre? Je pense qu'il a évolué avec la société. Il y a une demande. Les gens, en fait, sont dans le désarroi. Il y a vraiment une déprime dans le pays. Les gens sont dans le désarroi. Et je pense qu'il y a une incompréhension parce que ce qu'ils vivent ne correspond pas à ce qu'on leur dit à la télévision. Et donc, il y a des espaces comme TPMP, des espaces d'échange, de débat, où ils parlent de sujets de société maintenant, vous avez raison, ça a évolué par rapport au début, qui permettent, c'est un peu une digestion, c'est pas très joli comme comparaison, mais c'est un peu une digestion des événements qu'on est en train de vivre. On vit, tout s'est accéléré. On voit les événements internationaux, mais aussi nationaux, la violence, le déclin économique, etc. Tout s'est accéléré. Et je pense que les gens ont besoin d'espace, voilà, d'échanges pour appréhender tout ça et essayer de le comprendre et de comprendre pourquoi il y a une telle déconnexion entre ce que disent les dirigeants et ce qu'on nous dit aux journaux télévisés et ceux qui vivent. Et je pense que cette émission TPMP, quelque part, fait un petit peu le lien, en tout cas ébauche un lien. Et je pense que, vu le succès de l'émission, c'est une émission qui est considérée par en haut comme dangereuse par sa capacité d'influence. Et donc l'Arcom, à mon avis, n'a pas pris cette décision comme ça un beau matin. Voilà. Pour moi, c'est une décision politique, totalement. Alors qu'il y a un vrai public, puisque ce qu'on trouve chez TPMP, on ne le trouve pas ailleurs. Et là, en ce moment, ils font des records d'audience, donc ça n'a jamais aussi bien marché. Moi, quand j'y étais, ça marchait très bien aussi. Mais je plaisante. Mais oui, ça marche très, très bien. Donc, de couper une émission dans un élan comme ça n'a aucun sens. Et une chaîne entière, de mettre des gens au chômage, voilà, et de faire tous ces dommages collatéraux parce qu'il y a une personne, un animateur qui a peut-être trop d'influence au goût de certains dirigeants. Ce sont des pratiques qui ne sont pas très démocratiques. Voilà. Même si c'est habillé avec, tous les petits comités théodules sur qui on rejette la responsabilité de la décision. Voilà. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Est-ce que dans les gens que vous côtoyez, les gens à responsabilité, dans ces élites dont on parlait, est-ce qu'aujourd'hui, une prise de conscience d'une partie de ces personnes, quand on voit les cours de sexualité à l'école, les prestations d'associations transgenres, enfin tout un tas de choses qui sont notamment destinées aux enfants, mais pas que. Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience d'une partie de ces personnes qui se disent bon, on n'est ni rétrograde, ni réactionnaire, mais ça va quand même trop loin? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience générale qu'on est au bord d'un précipice. Alors, il y a des personnes plus ou moins avancées sur le chemin du réveil. Je pense que tout le monde a conscience qu'on est vraiment à un tournant civilisationnel sur plein de sujets. Il y a des gens qui s'en rendent vraiment compte maintenant, comme moi, et d'autres qui le sentent, qui en parlent, sans pouvoir mettre trop de mots
sur le sujet. Alors, ils vont s'adapter au jour le jour. Par exemple, ils vont mettre leurs enfants dans des écoles privées. Donc, ce sont des actes qui montrent qu'ils ont conscience qu'il y a un problème, mais ils ne le verbalisent pas forcément. Vraiment, on sent, je pense tous, qu'on est à un tournant donc civilisationnel, anthropologique parfois, quand le consumérisme est poussé à son paroxysme, il ne peut que nous emmener vers les courants transhumanistes. Parce que quand on a tué tout ce qui était spirituel, tout ce qui était sacré, et que finalement on n'est plus que dans le matériel, dans la matérialité, et que on voit que l'économie va mal. Donc même dans cette idéologie du tout matériel, on ne peut pas continuer, puisque les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, il y a de plus en plus de frustration, et il y a donc ce qui occasionne même des mouvements comme par exemple des étudiantes qui se prostituent, enfin, des choses assez extrêmes. Donc on arrive au bout de tout ça, et donc il y a une prise de conscience voilà, à plusieurs vitesses des gens, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on prend conscience de la situation? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dissous tous les repères, que ce soit les repères physiques avec les histoires de genre, de non-genrés, non-binaires, voilà, les repères physiques, sexuels, mentaux. Les frontières ont été dissoutes. Donc en fait, il y a une liquéfaction de tous les repères. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on reprend le contrôle et on reprend notre souveraineté et on reconstruit quelque chose, ou est-ce qu'on attend, on avance encore vers le précipice? C'est ça la question en fait. Ça vient aussi des États-Unis peut-être, une espèce de volonté de mondialisation à marche forcée. Vous parliez de magma, on a l'impression qu'il faut dissoudre les hommes, les femmes dans une espèce de magma de pot commun, que les frontières n'ont plus le droit d'exister, que les identités, les particularismes régionaux, nationaux n'ont plus le droit de citer. On a l'impression qu'il y a vraiment une lame de fond qui vient en partie des États-Unis, mais aussi maintenant de l'Europe, qui est relayée en Europe, qui cherche vraiment quasiment à changer l'être humain et à créer une espèce de nouvelle Babylone, en fait. Oui, c'est terrible. Il faut absolument que les gens prennent conscience de ça, et que finalement, le multiculturalisme mène soit à l'uniformisation totale de tout, ce qui est dommage. Justement, c'est paradoxal de dire qu'on veut de la diversité pour finalement tout uniformiser. Et c'est vraiment dommage, et c'est un des combats que j'ai, de faire prendre conscience. L'identité, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est culpabilisé maintenant, d'avoir une identité. Mais finalement, l'identité, ce n'est pas quelque chose qui enferme, contrairement à ce qui est dit. C'est comme un échafaudage. On se structure et ensuite on peut construire autour de ça. Et plus tard dans sa vie, on peut changer. Mais renier l'identité, ça mène à la confusion. Les enfants ont besoin de structure pour grandir. Donc ils ont besoin quelque part d'une identité de base qui pourront ensuite avoir la liberté de modifier, de sculpter, de nuancer. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas du tout cette guerre contre l'identité qui est en fait, c'est pas tout négatif, l'identité. C'est bien, ça structure. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes échappé de la matrice. Comment ça se passe après quand on s'échappe? Est-ce qu'on est confronté à des difficultés particulières? Comment on rebondit aussi sur le plan professionnel, etc. Combien ça coûte de sortir de la matrice? C'est un luxe. C'est vrai, c'est un luxe de sortir de la matrice, parce que une fois que vous dites plus les choses qu'on attend de vous, vous travaillez, vous avez du mal à travailler, vous avez du mal à...
il y a du rejet, il y a des gens qui ont peur que ça déteigne sur eux. Donc, il y a une forme de stigmatisation. Donc oui, effectivement, il faut pouvoir l'assumer. Oui, c'est difficile, c'est sûr. Et tous les gens, mais c'est pas que moi, tous les gens qui ont osé dire des choses par souci de vérité, finalement, se sont retrouvés mis à l'écart. Beaucoup ont perdu leur travail. Moi, je n'avais pas un travail de bureau, mais pour moi, c'est compliqué. Vous avez beaucoup de gens qui vous tournent le dos quand on fait on prend ce genre de décision? Au niveau personnel, non, mais au niveau professionnel, il y a une peur. Il y a une peur parce que, encore une fois, ils ont peur que ça déteigne sur eux. Et donc, oui, ça crée des peurs. Mais parfois, c'est plus fort que soi. Moi, c'est plus fort que moi. J'ai pas envie de vivre dans un décor comme le film Le Truman Show. J'ai pas envie de me mentir à moi-même, en fait. Donc, ça commence là. Ça commence avec soi-même, avec une cohérence avec soi-même. Voilà. Et ensuite, donc oui, c'est compliqué, mais je ne suis pas la seule et je ne suis pas dans la pire situation. J'avais bien géré ma vie avant. Donc, pour l'instant, ça va. Bon, je ne suis pas toute seule, etc. Donc, pour l'instant, ça va. Mais il faut que je crée quelque chose de nouveau parce que, effectivement, ça m'a créé des problèmes dans mon travail, oui. Alors, vous avez beaucoup de projets. Certains, on ne peut pas encore en parler. D'autres, on peut quand même en dire un mot. Votre activité, vos productions sur Internet, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Expliquer à nos auditeurs pourquoi ils doivent absolument aujourd'hui s'abonner à votre chaîne YouTube. Alors, j'ai créé une chaîne en juillet. Enfin, je l'avais, mais en fait, je ne postais rien. Et depuis juillet, je fais des vidéos régulièrement, justement pour apporter des points de vue, pour apporter des argumentaires, pour, en fait, donner, peut-être éclairer certaines personnes, et puis pour d'autres, peut-être leur donner des arguments qui sont des outils de réflexion ou dans un débat avec leur famille, leur entourage. Voilà, puis c'est un espace d'échange, les gens commentent et souvent, je réponds beaucoup aux commentaires. J'ai créé une émission déjà l'année dernière en podcast qui s'appelle La vie en Rosen, où là j'ai un invité comme vous et je traite de sujets de société, de grands sujets de société avec des personnalités connues ou expertes et qui donnent leur philosophie et j'essaye de remettre de l'humain dans les grands sujets de société parce que vraiment, ce qui nous bouffe aussi, c'est la déshumanisation. Il y a de plus en plus d'individualisme et on voit qu'avec l'avancée de la technologie qui en fait devait améliorer la condition humaine, parfois ça renforce la solitude des gens et ça déshumanise. On n'arrive plus à avoir quelqu'un au téléphone quand on appelle un service. Il y a de moins en moins de contacts humains et la crise sanitaire a aussi accéléré ce processus. Et moi, je n'ai pas envie de vivre dans le livre de Klaus Schwab qui s'appelle « La 4e révolution industrielle ». Moi, j'ai envie de vivre quand même dans une société humaine, certes avec des avancées scientifiques et technologiques pour nous aider, mais qu'on ne soit pas esclave de ça. Voilà. Il y a un mot qu'on entend très rarement maintenant, c'est le mot honnêteté. Est-ce qu'on peut encore aborder des sujets compliqués avec honnêteté, c'est-à-dire avec un regard, une analyse qui ne vont pas forcément dans le sens de ses propres intérêts? Est-ce que c'est encore possible d'être honnête quand on parle d'un sujet compliqué? C'est possible, c'est très rare. Effectivement, c'est très rare. Mais au-delà de l'honnêteté, je pense qu'on vit une crise de l'intégrité. En général, sur tous les sujets. Il y a une crise d'intégrité. C'est de plus en plus rare de rencontrer des gens vraiment intègres, qui sont donc cohérents entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et c'est dommage, c'est dommage. On a besoin de plus d'intégrité. Les gens devraient relire Cyrano de Bergerac ou des choses comme ça pour, voilà, c'était ça, l'intégrité, le panache, faire les choses parce que pour la beauté du geste ou par loyauté, enfin pour des valeurs qui finalement, parce qu'on parle de nos valeurs toute la journée, mais toutes les valeurs se perdent en fait.
malheureusement. C'est un terme qui est devenu vide de sens parce qu'il Totalement. il est totalement suremployé de manière illégitime et mis à toutes les sauces. À toutes les sauces. Nos valeurs, moi, quand j'écris nos valeurs, quand je fais des posts sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est no, N-O. C'est plus nos valeurs, il n'y a plus de valeurs. Il n'y en a plus. Ouais. Donc, Je suis bien d'accord avec vous. Chers amis auditeurs, cet entretien touche à sa fin. Béatrice, merci d'avoir participé à cet entretien.